Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo d'explication sur le chapitre 7 d'Histoire, Conquête, paix romaine et romanisation, donc entre les 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Alors, vous vous rappelez sûrement que on avait pu faire en classe un précédent chapitre où on avait parlé de la République romaine. Donc, vous vous rappelez, on avait vu en fait comment la petite cité comment la cité de Rome, progressivement, avait conquis un très très vaste territoire autour de la mer Méditerranée. On va poursuivre en fait donc l'étude de Rome et voir comment Rome va passer d'une république à un empire, comment elle va continuer à étendre donc son territoire et comment elle va faire régner la paix sur ce territoire-là. Donc on va commencer, je vous rappelle juste très rapidement comment ça fonctionne. Dans la vidéo, moi je traite l'intégralité du chapitre, je vais faire de l'introduction jusqu'à la conclusion. Vous, évidemment, vous ne faites pas tout en une seule fois, vous allez faire des pauses, je vous guiderai dans la vidéo pour vous dire quand arrêter. Vous ferez des pauses et vous y reviendrez le lendemain ou le surlendemain. Vous devez également, comme la dernière fois, avoir apporté votre manuel, vous devez avoir de quoi écrire, donc une feuille ou un cahier de brouillon, et vous devez également avoir des stylos, tout simplement. Si vous êtes prêts, on est parti. Alors, Grand 1, l'Empire, une nouvelle organisation politique, avec un grand A, les guerres civiles et la fin de la République. Alors, évidemment, on va expliquer tout ça. On va commencer par prendre la chronologie, page 103, donc pour le moment, vous n'avez pas besoin de faire de travail au brouillon. Donc, on a ici une chronologie. Ici, c'est ce qu'on avait donc étudié dans le précédent chapitre, à savoir la période de la République romaine. Vous vous rappelez, pendant cette période, on l'avait vu en classe, Rome est dirigée par une république, c'est-à-dire des magistrats qui sont élus par les citoyens, et elle est également dirigée par le Sénat, c'est-à-dire une assemblée d'anciens magistrats. Mais si vous regardez la chronologie, vous voyez que la République romaine s'arrête en -27. Alors, on va expliquer pourquoi. Et après -27, on voit qu'on rentre dans une nouvelle période, une autre organisation politique qu'on appelle l'Empire romain. D'accord ? Alors, il n'y a pas vraiment de document là-dessus dans votre manuel, donc vous allez vous contenter d'écouter les explications, et on va y aller petit à petit. Donc, rappelez-vous, on avait parlé donc des conquêtes de Rome lors du précédent chapitre, et on avait expliqué que l'armée romaine était dirigée notamment par des généraux, donc des grands chefs de l'armée, qui dirigent des dizaines, des centaines de milliers de soldats. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a notamment un général romain qui s'appelle Jules César, son nom doit vous dire quelque chose. C'est un général qui est très puissant et populaire, et c'est notamment lui qui a conquis la Gaule. D'accord ? Ce général, il fait un petit peu peur aux sénateurs et aux magistrats de Rome parce qu'il est très ambitieux, le peuple l'aime beaucoup, et on se dit que peut-être Jules César pourrait redevenir une espèce de roi de Rome, qu'il pourrait en fait supprimer la République. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 44 avant Jésus-Christ, Jules César va être assassiné par des magistrats et surtout des sénateurs à Rome. Donc en gros, on va lui tendre un piège, puisque normalement dans le Sénat, on n'a pas le droit d'apporter des armes. Lui, il va rentrer dans le Sénat, et à ce moment-là, donc plusieurs sénateurs vont se jeter sur lui, et lui donner plein de coups de couteau, et Jules César va mourir donc en 44 avant Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut bien retenir, parce que ça sera important pour la suite, c'est que Jules César est assassiné parce que les sénateurs pensaient qu'il allait vouloir reprendre le pouvoir pour lui, qu'il allait vouloir redevenir un roi comme il y avait avant à Rome. Vu que les sénateurs et les magistrats ne veulent pas perdre leur pouvoir, qu'ils veulent que Rome reste une république, ils l'assassinent de façon à éviter que Jules César devienne le roi. D'accord ? Une fois Jules César mort, on va avoir donc deux autres généraux, donc deux autres chefs des armées, qui vont se faire la guerre. On va avoir donc Marc-Antoine, donc qui est lui aussi un général romain, donc quelqu'un qui commande les armées, et ici vous avez donc Octave, qui lui également est un général d'armée. Alors,
ces deux généraux vont se faire la guerre pour savoir qui sera le plus puissant à Rome et qui va la commander. Alors il va y avoir une guerre civile terrible. Une guerre civile, c'est une guerre à l'intérieur d'un pays. C'est-à-dire que Marc-Antoine et Octave vont se faire la guerre à l'intérieur de l'Empire romain. Si vous voulez, c'est des Romains qui se battent contre d'autres Romains. C'est ça une guerre civile. Alors c'est terrible parce que certains Romains sont plutôt pour Marc-Antoine, veulent que ça soit lui qui gagne, d'autres sont plutôt pour Octave, d'accord? Les Romains vont s'entretuer entre eux, pendant qu'il y a la guerre civile, personne ne se sent en sécurité, parce qu'on a toujours peur en fait de rencontrer, si nous on soutient Octave, on a toujours peur de rencontrer des soutiens de Marc-Antoine. Il y a des soldats qui se battent partout, vu qu'il y a la guerre, il y a très peu de commerce, donc les Romains ont très peu de choses à manger, ils vivent dans la peur, ils savent pas comment ça va se passer, etc. Finalement, comment tout ça se termine? Donc c'est Octave qui va gagner la bataille contre Marc-Antoine. Donc il va commencer par le battre en fait dans une bataille navale donc sur la mer Méditerranée. Marc-Antoine a perdu quasiment tous ses bateaux, il va se réfugier à Alexandrie auprès de la reine Cléopâtre. Et finalement, donc Octave lui donnera le coup de grâce en attaquant l'Égypte et en allant se débarrasser, donc tuer tout simplement Marc-Antoine et Cléopâtre d'ailleurs en Égypte. D'accord? Donc à partir de là, il ne reste plus qu'un seul général très puissant à Rome, et ce général, c'est donc Octave. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que le Sénat, et là il faut bien réfléchir, le Sénat va décider de donner tous les pouvoirs à Octave quand il va revenir à Rome. Quand Octave, une fois qu'il a battu Marc-Antoine, retourne à Rome, il vient d'Égypte, il retourne à Rome, le Sénat va dire « on ne veut plus commander, on vous donne tous nos pouvoirs, maintenant c'est vous qui allez commander entièrement Rome ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élection, les sénateurs ne décident plus rien, les sénateurs non plus, maintenant ça va être uniquement Octave qui va décider. Alors, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Je vous rappelle que Jules César a été assassiné par les sénateurs parce qu'il voulait avoir tous les pouvoirs. Et donc les sénateurs ont tué Jules César pour ça. Octave, quand il revient à Rome, les sénateurs, d'eux-mêmes, lui donnent tous les pouvoirs. Alors prenez juste quelques petites secondes pour réfléchir à ça. Pourquoi ils ont tué César? Pour cette raison, alors qu'il donne tous les pouvoirs à Octave. Bien, tout simplement, la réponse, c'est la guerre civile. On en a parlé tout à l'heure, la guerre civile a été terrible pour les Romains. Il y a eu énormément de morts, les Romains vivaient dans la peur, ils avaient faim puisqu'il n'y avait pas assez de commerce et donc il y avait plus suffisamment de nourriture. Ça a été une période terrible. Donc, au moment en fait où Octave Auguste bat Marc-Antoine, les sénateurs se disent, même si on l'assassine ou qu'on essaye de garder nos pouvoirs, etc., pour protéger la République, il y aura toujours des généraux qui vont se battre. Si c'est pas lui et Marc-Antoine, ça sera d'autres qui vont arriver. La guerre civile, c'est trop terrible. Il vaut mieux renoncer à nos pouvoirs, les donner en fait à Octave et avoir la paix, plutôt que de conserver la République. Donc, on va noter tout ça. Donc, on s'intéresse à cette partie-là, donc la partie à retenir. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc Jules César, le général, donc le chef des armées qui a conquis la Gaule, devient de plus en plus puissant et populaire. Populaire, c'est-à-dire que le peuple romain l'aime bien. Il tente de prendre le pouvoir à Rome, mais il est assassiné en 44 avant Jésus-Christ par des sénateurs qui craignent le retour à la royauté. Je réexplique très rapidement. Les sénateurs avaient peur que Jules César devienne un espèce de roi, qu'il veuille commander Rome tout seul, donc ils le tuent, ils l'assassinent en 44 avant Jésus-Christ. D'accord ? À partir de là, il y a deux autres généraux, donc Octave, qui est d'ailleurs le fils adoptif de César, et le général Marc-Antoine, qui vont se livrer donc une guerre féroce pour savoir qui sera le plus puissant
des deux, c'est ce qu'on appelle la guerre civile, donc une guerre à l'intérieur d'un pays, c'est des Romains qui se battent contre d'autres Romains. En 31 avant Jésus-Christ, c'est finalement Octave qui en sort vainqueur, en battant Marc-Antoine, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Puis, en 27 avant Jésus-Christ, le Sénat accorde tous les pouvoirs à Octave. Alors, accorder tous les pouvoirs, ça veut dire que le Sénat dit à Octave, maintenant, c'est toi qui commandes tout. Nous, on n'a plus aucun pouvoir, on ne décide de plus rien, ou quasiment plus rien. Il n'y a plus d'élection. Tu vas commander Rome à vie. D'accord? À ce moment-là, on dit qu'Octave devient empereur. Donc un empereur, c'est un chef en fait qui n'est pas élu et qui va avoir tous les pouvoirs ou quasiment tous les pouvoirs. L'empereur peut tout faire, mais on y reviendra après. Il va également prendre le titre d'Auguste. Un titre, c'est un petit peu comme un surnom si vous voulez. Et Auguste, ça signifie l'élu, celui qui a été choisi par les dieux. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que le Sénat donne tous les pouvoirs à Octave? Eh bien, comme on a dit, Octave a ramené la paix et l'ordre après des années de guerre civile, c'est-à-dire que quand Octave est revenu à Rome, il a ramené la sécurité, et les gens n'avaient plus peur. Quand Octave est rentré à Rome, il a dit, bon, maintenant, la guerre civile, elle est terminée, c'est moi qui ai gagné, j'ai battu Marc-Antoine, on arrête de se battre entre nous, maintenant ça suffit, on va pouvoir recommencer à faire du commerce, on arrête de se battre, les dangers sont terminés, etc. Et les Romains se sont dit, quelle période terrible, c'est beaucoup mieux en fait quand il y a quelqu'un qui commande, donc bah, tant pis, si la paix est à ce prix, eh bien on va renoncer à nos droits politiques, donner tous les pouvoirs à Octave, plutôt que de risquer de revenir à la période de la guerre, à l'insécurité, à la peur, etc. D'accord ? À ce moment-là, donc en 27 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la République et le début de l'Empire. Donc l'Empire, c'est une nouvelle façon de commander Rome, un nouveau régime politique dans lequel les pouvoirs sont concentrés par un seul homme. Il n'y a plus plusieurs magistrats et plusieurs sénateurs qui commandent Rome. Maintenant, il y en a un seul, c'est l'empereur et Octave. Octave va mourir en 14 après Jésus-Christ, et ses successeurs, donc ceux qui viennent après lui, donc qui vont également être des empereurs, vont faire partie de sa famille et garder les mêmes pouvoirs. Donc on ne revient pas à la République à la mort d'Octave, on a donc d'autres empereurs qui vont venir après lui, qui vont faire partie de sa famille et qui vont conserver exactement les mêmes pouvoirs. On avance avec le grand B, les pouvoirs de l'empereur. On va prendre les documents 3, 4 et 6, page 109. Alors, il va vous falloir mettre la vidéo en pause et faire le travail au brouillon. Donc vous prenez votre feuille de brouillon, vous prenez la page 109 de votre manuel, vous faites pause, et je vous demande de répondre à ces questions-là, que vous devez voir sur votre écran. Relevez dans les documents les différents pouvoirs de l'empereur. Donc l'empereur a quoi comme pouvoir? Puis, vous pouvez construire une petite carte mentale, vous mettez au centre l'empereur romain, et autour, ses différents pouvoirs, d'accord? Faites ce travail au brouillon sérieusement, ça ne devrait pas vous prendre plus de... allez, un petit peu plus de 5 minutes, on va dire, de façon à bien retenir par la suite. Donc moi, je prends les documents page 109, et je vous attends. Voilà, donc encore une fois, mettez la vidéo en pause et on travaille avec les documents 3, 4 et 6. Je fais la correction, donc je pars du principe que vous avez déjà vu les documents et déjà répondu au brouillon. Moi, je vous donne la correction. Alors, on a ici donc une statue d'Octave Auguste, donc encore une fois, pourquoi on a rajouté Auguste, ça veut dire élu des dieux, et Octave, bah, tout simplement, c'est son nom. Hein. Alors, on a ici un indice sur un des pouvoirs de l'empereur, donc on a surtout ici la cuirasse et le manteau militaire qui symbolise l'impérator. Alors, ici, il a une tenue militaire, ce qui sous-entend qu'il va commander l'armée. On a ici donc l'empereur, alors c'est un autre, c'est Trajan, hein, c'est un autre empereur, mais qui est en train de s'adresser, de commander à son armée, donc on peut en déduire que l'empereur a un pouvoir militaire, c'est lui qui commande l'armée. Mais il en a d'autres, donc l'empereur va nommer, donc choisir les sénateurs, va choisir les gouverneurs des provinces, c'est-à-dire les gens qui commandent toutes les petites parties de l'Empire. Donc l'empereur choisit
tous les personnages importants, et c'est lui qui va prendre les grandes décisions, par exemple, est-ce qu'il faut faire la guerre ou non, est-ce qu'il faut augmenter les impôts, qu'est-ce qu'il faut construire dans la ville, par exemple, tout ça c'est lui qui choisit tout seul, et l'empereur a également un pouvoir religieux. On en déduit donc que l'empereur a quasiment l'intégralité des pouvoirs, on appelle ça un pouvoir absolu, bon ici il est presque absolu, l'empereur a presque tous les pouvoirs. Alors, on passe à retenir. Donc si vous avez fait le travail au brouillon, vous avez peut-être quelque chose comme ça. Donc l'empereur romain a le pouvoir politique, donc c'est lui qui peut faire les lois, c'est lui qui choisit les magistrats les plus importants. Alors pourquoi les plus importants? Parce que il va quand même laisser quelques petites élections, c'est-à-dire que les citoyens vont encore pouvoir élire les magistrats les moins importants, si vous voulez. On avait déjà dit dans le chapitre sur la République romaine que il y avait plein de magistrats différents à Rome, même si on n'avait pas forcément tout détaillé, mais il y en a des très importants et des moins importants qui décident de petites choses. Donc l'empereur va choisir tous les magistrats les plus importants, ceux qui prennent vraiment des grandes décisions, et il va laisser les citoyens choisir des petits magistrats locaux, pas très importants, pour leur donner l'illusion de continuer à participer à la vie politique, tout simplement. Donc l'empereur romain a le pouvoir politique, l'empereur romain, on l'a vu, a aussi le pouvoir militaire, c'est le chef des armées, c'est lui en fait qui va nommer les gouverneurs qui commandent les provinces, donc les différentes parties de l'empire, et j'en parlais à l'instant, l'empereur romain a également le pouvoir religieux, donc tout simplement l'empereur est le chef de la religion, et l'empereur va se considérer comme un personnage sacré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que à sa mort, il va être divinisé, il va être considéré comme un dieu. Donc les Romains pensent que quand l'empereur meurt, il devient un dieu. Et donc vu qu'il devient un dieu, on va lui construire des temples, on va lui adresser des prières et des sacrifices comme aux autres dieux. D'accord? Très important, l'empereur romain concentre donc presque la totalité des pouvoirs. D'accord? On avance au 2 et on va donc s'intéresser à ce qu'on appelle la paix romaine. Alors, vous avez déjà fait toute la première partie. Vous allez donc pouvoir faire une pause. Ne faites pas tout en une fois. Vous faites une pause, vous notez à quel moment de la vidéo vous en êtes et vous reviendrez demain ou après-demain quand vous aurez le temps. Vous avez une semaine entière pour travailler ce chapitre avec la vidéo. Donc n'essayez pas de faire tout en une fois. C'est beaucoup trop long et vous ne retiendrez pas du tout. Donc allez-y progressivement. Là, faites une pause et revenez demain. Moi j'avance, mais je considère que vous avez fait une pause. Donc, grand 2, la paix romaine, et on va commencer avec un grand A, un très vaste empire. Donc, on va s'intéresser à la carte page 104 et au document 1, page 108. Alors ici, inutile de faire les questions au brouillon, vous avez juste à écouter les explications comme on le fait parfois en classe. Donc je prends la carte 1, page 104. On le fait ici un petit peu plus rapidement parce que c'est un petit peu moins compliqué. Donc, vous avez ici une carte qui vous montre les conquêtes romaines. Donc, rappelez-vous que sous la République, il y a déjà un grand territoire qui a été conquis. Donc, en gros, tout ce qui est en orange et en jaune foncé avait déjà été conquis par Rome au moment de la République, donc jusqu'en 27 après Jésus-Christ, et 27 avant Jésus-Christ, excusez-moi. Et donc vous voyez que Rome va continuer à faire ses conquêtes avec ce qui est en jaune un petit peu plus clair et ce qui est en vert. Donc Rome va continuer sa politique de conquête et agrandir encore son territoire. Donc finalement, au IIe siècle après Jésus-Christ, on atteint ce qu'on appelle l'apogée de l'Empire, vous avez le mot ici. L'apogée, ça signifie le moment où il est le plus étendu, où il est le plus grand. L'apogée, c'est le moment où quelque chose est le plus développé, qu'il ne grandira pas plus que ça. Voilà. Donc sur la carte, vous avez l'apogée de l'Empire, et donc ça veut dire que l'Empire romain ne sera jamais plus grand que ce qui est représenté sur la carte. Donc tout ce qui est en jaune, en orange, en rouge et en vert, c'était l'Empire romain. On remarque également autre chose sur cette carte, c'est qu'à certains endroits, vous voyez, vous avez une bande là en pointillé rouge, et cette bande, c'est ce qu'on appelle le limes, d'accord? Le limes, c'est une frontière fortifiée, pardon. Alors, une frontière
je pense que vous savez ce que ça veut dire, c'est la limite entre l'Empire romain et d'autres territoires, d'autres royaumes, d'autres régions, et fortifié, posez-vous la question, fortifié, ça signifie qu'on a construit des choses à cet endroit-là pour empêcher les attaques. Alors, on voit donc sur ce document qu'à certains endroits, donc le long de la frontière entre Rome, ici vous avez la partie romaine, donc on est donc dans ce qu'on appelle à l'époque la Bretagne, mais qui aujourd'hui est appelée l'Angleterre. Là ici vous avez la partie romaine du territoire, et ici vous avez donc un autre territoire qui est l'Écosse. On voit que les Romains ont construit le long de cette frontière un mur en pierre, donc on va appeler le mur d'Adrien. Alors pourquoi ils ont construit un mur en pierre? Tout simplement pour empêcher en fait des invasions, donc pour empêcher en fait les Écossais d'attaquer leur partie du territoire. D'accord? Alors vous allez me dire, bah le mur il est pas très haut, il pourrait y avoir des soldats qui passent par-dessus. D'accord? Oui, mais ce qui intéresse en fait surtout les Romains, c'est d'empêcher les chevaux de passer. Les murs étaient suffisamment hauts pour empêcher les chevaux de sauter par-dessus. Des soldats à pied donc font beaucoup moins peur aux Romains, puisque tout simplement, en fait, ce que Rome voulait éviter, c'était avant tout ce qu'on appelle les pillages. Alors, je m'explique, les Écossais, ils ne cherchaient pas à faire la guerre à Rome pour prendre le territoire. Ce qu'ils allaient vouloir faire, c'est attaquer une ville, pas loin d'ici, voler les richesses et revenir rapidement chez eux, en fait, dans leur territoire à eux. Donc c'est ça qui pose problème aux Romains. C'est pas en fait des armées donc qui vont prendre du territoire, c'est plus en fait des attaques pour piller, pour attaquer en fait des villes romaines. Pour empêcher ça, il suffit d'empêcher en fait les chevaux de passer, puisque si les soldats sont à pied, les Romains vont pouvoir arriver suffisamment vite pour les empêcher de voler la ville. Par contre, avec les chevaux, on se déplace beaucoup plus rapidement, et donc on peut faire l'aller-retour, et c'est ça qui pose problème aux Romains. Alors ici, on a un mur construit en pierre, mais la plupart du temps, le limès devait ressembler à ça, c'est-à-dire qu'on a une palissade en bois taillée en pointe en haut, et on a donc des tours avec des soldats. Alors ici, évidemment, ils ne sont pas présents, mais on avait ici des soldats qui surveillaient en fait la frontière, qui regardaient en fait de l'autre côté du mur qu'il n'y avait pas donc des attaques de peuples barbares. Alors les barbares, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. Les Romains appellent barbares tous ceux qui ne parlent pas latin. Donc si on revient sur la carte, c'était la page précédente, je crois, non, voilà. Donc on voit que le limès, donc la frontière, n'est pas fortifiée partout, elle est fortifiée uniquement dans les endroits où les Romains pensent qu'il peut y avoir des attaques de peuples barbares. Donc les peuples barbares, c'est encore une fois les étrangers pour les Romains. Pour un Romain, un barbare, c'est n'importe qui ne parle pas le latin. Donc à peu près tous les peuples qui sont à l'extérieur des frontières de l'Empire. Donc les Romains ont fortifié le limès près d'ici parce qu'ils pensaient que les Germains pouvaient attaquer certaines villes, les voler et rentrer chez eux. Donc on construit quelque chose comme ceci pour éviter aux chevaux de passer et donc éviter ces attaques-là. D'accord? Donc, on explique le à retenir, vous voyez qu'il n'est pas très très long. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain atteint son extension maximale, ça veut dire qu'il ne grossira pas plus que ça. Il compte alors une quarantaine de provinces autour de la mer Méditerranée. Alors, les provinces, qu'est-ce que c'est? Je vous remontre très rapidement la carte. Les provinces, ce sont des petites parties de l'Empire, donc l'Empire étant très très grand, les empereurs romains vont le découper en plein de petites parties. Dans chaque petite partie, il va y avoir un gouverneur, donc quelqu'un qui est nommé par l'empereur, qui va commander cette petite partie et vérifier que les ordres de l'empereur sont appliqués. D'accord? Donc encore une fois, une province, c'est une petite partie de l'Empire, et au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y en a une quarantaine. D'accord? Donc chaque province est gouvernée par un magistrat appelé gouverneur, d'accord? Donc la personne qui commande la province.
Pour protéger ce très grand territoire, l'armée romaine est répartie dans tout l'Empire, et surtout le long du limes, donc la frontière, la limite si vous voulez de l'Empire romain. Le limes est fortifié, donc protégé par un mur et des tours de garde, dans certaines régions qui sont proches des peuples barbares, donc le nom donné par les Romains à tous ceux qui sont en dehors de l'Empire, dangereux. Alors j'ai pas développé ici, sinon ça serait trop long, mais rappelez-vous, ce qui fait peur aux Romains, c'est pas vraiment, en tout cas pas à cette époque-là, le fait de se faire prendre du territoire, c'est surtout en fait ce qu'on appelle des raids, donc que les peuples barbares attaquent une ville romaine, la pillent, prennent ses richesses et rentrent chez elle ensuite. C'est surtout ça qui leur faisait peur à cette époque-là. On passe au grand B, une paix qui profite au commerce. Alors, là, même chose, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, vous prenez les documents qui sont listés ici, donc la chronologie page 103, et vous répondez au brouillon aux questions qui sont listées en face. Donc vous prenez la chronologie page 103 et vous pouvez répondre à la question. Quand débute la paix romaine? À votre avis, de quoi s'agit-il? Document 1, 2, page 110, 3, page 111 et 1, page 114. Qu'est-ce qui se développe durant cette période et qu'est-ce qui est construit pour faciliter les échanges? Donc, je vais prendre la page 103, mais je considère que vous avez fait le travail sérieusement, que vous avez pris le temps de mettre la vidéo en pause, que vous avez pris le temps de répondre aux questions par vous-même, d'accord? Vous n'avez pas à recopier le retenir, donc essayez de faire le travail sérieusement, ça ne vous prendra que quelques minutes de répondre aux questions au brouillon, n'attendez pas que moi je vous explique tout, parce que sinon vous ne retiendrez pas bien. Donc, si on regarde la chronologie, on voit que la paix romaine, c'est quelque chose qui s'étend au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement, on a le mot paix. C'est un moment où Rome arrête de faire la guerre. C'est-à-dire que Rome ne va plus chercher à étendre son territoire, elle va plus chercher en fait à attaquer d'autres peuples pour agrandir de plus en plus le territoire. Les Romains vont se dire que ce qu'ils ont, cet énorme territoire autour de la Méditerranée, ça suffit. À partir de là, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, ils vont chercher à le protéger et à le maintenir en paix. D'accord? Donc éviter les révoltes à l'intérieur et éviter les guerres aux frontières. D'accord? On prend donc les documents suivants. Donc on va prendre les documents 1 et 2, page 110. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se développe au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ? Vous voyez ici sur la carte que vous avez les voies terrestres, les voies maritimes, et plein de produits. Donc, à votre avis, de quoi on parle? On parle du commerce, bien sûr, qui se développe de plus en plus dans l'Empire. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que quand il y a la guerre, il y a beaucoup moins, voire pas du tout, de commerce. Pourquoi? Parce que les marchands qui se déplacent avec leurs produits ont peur de se faire attaquer, de se faire tuer, de se faire voler leurs marchandises, ils ne se sentent pas en sécurité, donc il y a très peu de commerce. Maintenant que l'Empire est en paix, qu'on a arrêté de faire la guerre, ils se sentent en sécurité sur les routes, ils se disent, il n'y a pas de problème, si je veux aller vendre mes produits, par exemple de Gaulle jusqu'à Rome, eh bien je peux, je ne vais pas me faire attaquer par des soldats, je ne vais pas me faire voler, je ne vais pas me faire tuer, etc. Donc le commerce se développe, et on voit qu'on a des produits très variés qui arrivent de tout autour de la mer Méditerranée, donc des quatre coins de l'Empire, et même des produits qui viennent de plus loin, donc des épices qui viennent d'Inde, de la soie, donc un tissu très précieux qui vient de Chine, des fourrures, des esclaves qui arrivent du nord de l'Europe, de l'or qui vient d'Afrique, des fauves, donc des lions, etc., pour les combats, enfin les spectacles dans les amphithéâtres, on aura l'occasion d'en reparler. Donc on a énormément de produits comme ça qui circulent et qui sont vendus à l'intérieur de l'Empire romain. Ces produits circulent
par route terrestre, donc là il faut imaginer des chariots tirés par des chevaux et transportant des marchandises, mais aussi par bateau, puisqu'on a des voies maritimes, donc des bateaux vont circuler entre différents ports et décharger différentes marchandises. Donc on dit que Rome est très prospère à cette époque-là, donc prospère, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de commerce et qu'elle s'enrichit, puisque évidemment les marchands vont être taxés, vont payer des impôts, et tout ça va enrichir Rome, en plus d'enrichir les marchands. Pour développer le commerce, les Romains vont construire un certain nombre de choses, donc notamment des ports. Ils vont construire donc des infrastructures pour accueillir les bateaux. Donc vous voyez, vous avez ici un port. Donc tout ça c'est construit pour protéger en cas de tempête, etc., des vagues importantes. On a des entrepôts pour stocker les marchandises avant qu'elles soient exportées. Et une fois que les marchandises ont été donc déchargées dans le port, elles peuvent ensuite être emmenées vers Rome ou vers d'autres villes importantes de l'Empire avec des chariots tirés par des chevaux, par exemple. D'accord ? Donc, les marchandises circulent énormément par bateau, et pour favoriser tout ça, on va construire des ports. On va également construire autre chose, donc on va construire ce qu'on appelle des voies romaines, c'est-à-dire des routes pavées. Donc vous voyez un petit peu ici comment est-ce qu'elles sont construites. Alors il ne s'agit pas simplement de poser des pavés par terre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va creuser profondément dans le sol, donc mettre des pierres plates, une couche de cailloux, du sable et par-dessus des dalles. Alors tout ça, ça permet à la route donc de ne pas s'abîmer dans le temps, même s'il y a beaucoup de chariots tirés par des chevaux qui passent dessus, même s'il y a beaucoup d'intempéries, il va y avoir de la pluie, parfois de la neige, etc. etc. Ben, certaines de ces routes existent toujours aujourd'hui, donc là si c'est une photo, c'est que c'est une route qui existe encore. Alors quel est l'intérêt de ces routes? Bien, avant, les marchands ils pouvaient hésiter à se déplacer si il fallait emprunter des chemins en terre. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà circulé en forêt ou autre, vous savez très bien que quand il pleut, les chemins en terre, ils ont tendance à devenir très boueux, il y a des gros trous, plein d'eau, et donc quand on circule avec des chariots tirés par des chevaux, c'est très très facile de casser une roue, qui à l'époque était en bois, donc de casser une roue, de rester bloqué, que le chariot reste bloqué dans la boue, etc. Avec ces nouvelles routes pavées, les marchands sont rassurés, puisqu'ils se disent, de toute façon, je ne risque pas, ou en tout cas je risque beaucoup moins de casser ma roue sur ce genre de route, je vais arriver à bon port, je ne vais pas me retrouver bloqué en plein milieu de nulle part, parce qu'à l'époque il n'y a pas des villes partout, hein. Les marchands sont rassurés, et donc vont faire beaucoup plus de commerce, d'accord ? Donc, les ports et les nouvelles routes favorisent le commerce, et on a donc de plus en plus de marchandises qui sont échangées à travers l'Empire. Donc, on y va pour le à retenir. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les Romains font régner la paix et la sécurité à l'intérieur de l'Empire au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la période de la paix romaine. Donc, la paix romaine, encore une fois, c'est cette période à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, pendant laquelle Rome ne va plus chercher à faire davantage de conquêtes et va se contenter de ce qu'elle a déjà et va chercher à préserver la paix à l'intérieur de l'Empire. Grâce à la paix et la sécurité qui règnent dans l'Empire, le commerce se développe beaucoup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vu qu'il n'y a plus de guerre au IIe siècle après Jésus-Christ, eh bien, le commerce se développe beaucoup, puisque les commerçants n'ont plus peur de circuler, ils n'ont plus peur de se faire tuer, de se faire arrêter, de se faire voler leurs marchandises, donc ils circulent plus et il y a de plus en plus de commerce. De nombreux produits sont échangés à l'intérieur de l'Empire, et certains arrivent même d'Afrique, d'Inde ou de Chine, donc des produits qui arrivent de très très loin. Le commerce est également encouragé et facilité par la construction de ports ou de voies romaines, donc des routes pavées, qui relient les différentes provinces de l'Empire. On construit des choses pour faciliter le commerce. On passe au grand C, l'Urbs, la capitale de l'Empire.
Alors, on va compléter un schéma à l'aide des documents page 106-107. Alors, ce schéma, normalement, vous l'avez reçu par l'ENT, donc vous avez reçu cette fiche. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de répondre aux questions vous-même au brouillon. Alors, deux possibilités, soit chez vous, vous pouvez imprimer la fiche, auquel cas vous faites le travail directement dessus au crayon à papier. Si vous n'avez pas d'imprimante ou qu'il y a un problème et que vous ne pouvez pas imprimer la fiche, dans ces cas-là, c'est pas grave, vous faites les questions au brouillon sans forcément recopier le schéma tout entier, mais vous marquez au brouillon, document 1, page 106 et 5, page 109, 2 points, qu'est-ce qui indique que Rome est densément peuplée? Votre réponse, vous sautez de ligne et vous répondez à la question suivante, etc. Mais encore une fois, faites ce travail correctement, d'accord, pour bien retenir tout simplement. Donc, on y va. On va se demander comment les Romains habitent-ils l'Urbs, et avant ça, qu'est-ce que c'est que l'Urbs? Alors, on prend la page 106 de votre manuel. Alors, l'Urbs, c'est tout simplement le centre-ville de Rome. L'Urbs, ça signifie tout simplement la ville. D'accord. À cette époque-là, Rome est la principale ville du monde et la plus peuplée. Et donc, on va voir comment la vie s'organise à l'intérieur. Mais déjà, rien qu'en regardant donc cette reconstitution, donc c'est une maquette, mais ça devait ressembler à ça à l'époque qui nous intéresse, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, rien qu'avec tous ces bâtiments-là, on peut déjà en déduire que Rome est très densément peuplée. Pourquoi? Tout simplement puisque tous ces bâtiments sont habités. Il y a donc beaucoup d'habitants à Rome à cette époque-là. Si on prend le document 5, page 109, donc je le lis rapidement, regardez cette foule que l'on peine à loger dans notre gigantesque ville. Alors l'auteur, qui est Sénèque, parle évidemment de la ville de Rome, hein. Donc il parle de foule qu'on a du mal à loger dans une ville gigantesque, donc là aussi ça montre bien que la ville est très peuplée à l'époque qui nous intéresse. La majorité des gens viennent d'ailleurs, alors la suite nous sera utile pour plus tard, de leur ville et de leur colonie, de tous les points de l'univers, donc là il parle surtout de l'Empire romain, ils arrivent ici. Les uns ils sont conduits par l'ambition, puisqu'on peut faire beaucoup de métiers différents à Rome, les autres par le désir de faire des études, d'autres par les spectacles, on en parlera. Demandez à chacun d'où il vient, vous verrez que la plupart ont quitté leur pays natal pour s'établir dans une cité sans doute la plus grande, la plus belle du monde, mais qui n'est pas leur berceau. Donc là ce qu'il veut dire, c'est tout simplement que beaucoup d'habitants de Rome viennent d'ailleurs, viennent de toutes les provinces de l'Empire. Donc, la correction de la première partie de la fiche, donc l'Urbs est un espace très densément peuplé, elle concentre 1 million d'habitants à cette époque-là, ce qui en fait la plus grande ville du monde antique. Ces habitants vivent dans des villas, qui sont des maisons individuelles, mais aussi dans des insulae, donc des petits immeubles d'appartements. Donc si je vous remets ici la maquette, alors il faut imaginer un petit peu que certains habitants de Rome habitent dans des villas, surtout les riches, c'est-à-dire des maisons, un petit peu comme aujourd'hui. La différence c'est que souvent elles s'organisent autour d'un patio central, mais on va aussi avoir des habitants, souvent les plus pauvres, qui vont habiter un petit peu comme aujourd'hui, dans des immeubles qui sont divisés en appartements. D'accord? Donc il y avait les deux à Rome à cette époque-là, on pouvait acheter son logement et on pouvait aussi le louer exactement comme aujourd'hui. D'accord? Alors, on continue avec la deuxième partie de la fiche. Quelles sont les activités pratiquées à Rome? Donc on va prendre le document 1, page 106, on fera les autres après. Donc, je répète, mais à nouveau, vous êtes censé avoir fait ce travail à la maison au brouillon, d'accord? Moi, je donne la correction. Alors, on voit qu'on a plein de bâtiments importants. Donc, on a les thermes de Trajan. Donc, on avait déjà expliqué ce que c'était que les thermes, donc qui sont ici. Les thermes, c'est des bains publics où les Romains pouvaient venir se laver, mais aussi discuter avec leurs amis. On a donc le Colisée qui est ici. Alors, le Colisée accueillait divers spectacles. Donc, vous l'avez ici avec une autre photo. Alors, évidemment, ici, c'est une photo actuelle. Donc, le Colisée est un petit peu abîmé par le temps.
Mais à l'époque antique, bah, il était parfaitement construit. Ici, on avait des gradins, et en bas, donc, on avait des spectacles qui se déroulaient. Alors, on avait plusieurs spectacles, mais ce que les Romains appréciaient particulièrement, c'était les combats de gladiateurs. Alors, des gladiateurs, on peut faire la comparaison avec aujourd'hui des sportifs de haut niveau. Ce sont des personnes souvent esclaves qui sont entraînées à se battre donc pour assurer un spectacle à l'intérieur de l'arène du Colisée. Ça existait aussi ailleurs dans les autres villes de l'Empire. Donc on a différents types de gladiateurs, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais chaque type de gladiateur a un armement particulier. Et ces gladiateurs vont se battre dans l'arène. Alors, juste parenthèse, mais le tableau que je vous montre ici est un tableau du 19e siècle, donc c'est pas du tout quelque chose de l'époque dont on parle, ça a été fait bien après, d'accord? Mais il peut nous permettre de nous rendre un petit peu compte de comment ça se passait. Donc vous avez ici l'arène, donc ici on est tout en bas, tout au fond, si vous voulez, du Colisée. Et on a des gladiateurs qui se battent, donc sous les yeux du public qui regarde, qui va les encourager, etc. Alors, aujourd'hui, on revient sur certains petits points. On ne pense pas que les gladiateurs mouraient à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'un gladiateur, c'est quand même un investissement, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont entraînés pendant très longtemps pour devenir gladiateurs, pour se battre, etc. Et si à chaque combat, il y en a un des deux qui meurt, bah pour leurs entraîneurs, donc ceux qui ont acheté ces esclaves, qui les ont entraînés, etc., c'est une grosse perte d'argent. Donc aujourd'hui, les historiens considèrent que la plupart des gladiateurs qui se battaient dans les arènes ne mouraient pas, ou enfin, il n'y avait pas un risque de 1 sur 2 qu'ils meurent dans la bataille. La plupart du temps, ils s'arrêtaient quand ils étaient blessés. D'accord? Parfois, par contre, s'ils s'étaient mal battus, là vous voyez que le gladiateur regarde les spectateurs, et les spectateurs faisaient un geste. Alors ça aussi, a priori, ça se passait pas vraiment comme ça. On a longtemps pensé que quand les spectateurs mettaient leur pouce vers le haut, ça voulait dire qu'ils devaient le laisser vivre, et le pouce vers le bas, ça voulait dire qu'ils devaient le tuer. En réalité, on pense aujourd'hui qu'ils agitaient plutôt des chiffons de couleur qui se voyaient mieux en fait depuis le bas pour signaler que le gladiateur devait tuer ou non son adversaire. Mais encore une fois, aujourd'hui, on pense que la plupart du temps, les gladiateurs se battaient jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit blessé, mais pas mort. Ensuite, il était soigné et il pouvait revenir se battre pour un autre spectacle. Alors, on a parlé des combats de gladiateurs, mais il y a d'autres spectacles à Rome. On peut aussi avoir donc du théâtre, donc dans d'autres bâtiments. Donc le théâtre, vous l'avez ici. On a ici donc des courses de chevaux et de chars qui peuvent avoir lieu. Donc comme vous le voyez, on a beaucoup de spectacles différents qui peuvent avoir lieu à Rome. On n'en a pas parlé, mais on a aussi donc des temples, donc on a aussi une vie religieuse qui s'organise, on va pouvoir aller prier les dieux. On a également, donc vous voyez, les palais de l'empereur, donc c'est de Rome que l'empereur va diriger l'immense empire romain, y compris les provinces. Et enfin, alors je vais pas le relire, mais rappelez-vous ce qu'on avait vu dans le précédent texte, on avait vu qu'on pouvait aussi faire des études à Rome, donc aller dans des écoles, apprendre des choses, faire différents métiers, etc. Donc c'est vraiment une ville où il se passe énormément de choses dans l'Antiquité. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé des boutiques, de la possibilité donc d'acheter énormément de choses sur les marchés. Donc Rome étant au centre de l'Empire, il y a des produits qui arrivent de partout, on avait vu la carte tout à l'heure, et donc à Rome, on peut aller acheter de la soie, on peut acheter des épices, on peut acheter des fourrures, on peut acheter du vin, de la nourriture, énormément donc de choses différentes. Donc, pour cette partie-là, on a cette correction ici. Donc à Rome, il est possible de faire des études, donc d'apprendre des choses, de se balader, d'aller au thermes, de visiter les nombreuses boutiques et marchés de la ville, aller voir des spectacles, donc des courses de chars, de théâtre, des combats de gladiateurs, on a expliqué ce que c'est. L'Urbs, donc le centre de Rome, est la capitale de l'Empire et concentre donc les lieux de pouvoir. C'est à cet endroit qu'on a, par exemple, le palais de l'empereur, le forum, etc. On poursuit
donc avec cet encart-là. Alors là, vous n'avez pas de document, il faut donc réfléchir. À votre avis, comment les habitants peuvent-ils se déplacer dans Rome? Donc là, je vais vous donner la correction directement et vous l'expliquer, puisque vous n'aviez pas de document là-dessus dans votre manuel. Donc, pour se déplacer dans Rome, les habitants marchent à pied, tout simplement, ou vont utiliser des chars tirés par des chevaux, on en avait parlé en parlant du commerce. La ville est très bien reliée au reste de l'Empire par un réseau de routes pavées, donc vous vous rappelez, on a expliqué un document tout à l'heure, donc il y avait des routes pavées qui menaient à différentes autres villes. Ces routes pavées étaient considérées comme sûres, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on n'allait pas casser de la roue d'un chariot ou quoi que ce soit dessus. Par contre, se déplacer à l'intérieur de Rome peut être difficile car les rues sont étroites. Alors, on a plein de témoignages qui datent de cette époque-là, de Romains qui se plaignent du bruit, par exemple la nuit, qui trouvent que Rome est une ville très bruyante, parce qu'il faut imaginer le bruit des sabots des chevaux sur les pavés. À cette époque-là, il n'y a évidemment pas de double vitrage sur les fenêtres des maisons, donc il faut imaginer une ville avec beaucoup de bruit. Il n'y a pas de signalisation, donc il n'y a pas de panneaux, encore moins évidemment, vu qu'il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas de feu rouge ou ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de gens qui crient pour passer, on se gêne, les rues sont étroites, il y a souvent des accidents. Donc on peut imaginer que circuler à l'intérieur de Rome était assez compliqué. Dernière partie donc de cette petite carte mentale, vivre ensemble. Là aussi, je vous affiche directement la correction puisqu'on avait déjà lu le document 5, page 109 tout à l'heure. D'où viennent les habitants de Rome? Eh bien, Rome attire des habitants venus de toutes les provinces romaines. Donc, on va avoir des Gaulois, des gens qui viennent d'Asie mineure, des gens qui viennent donc d'Afrique du Nord. La population est donc très variée. Par contre, comme je vous le disais, habiter Rome n'est pas toujours agréable, c'est une ville très bruyante et parfois dangereuse. Alors, il y a eu plusieurs très gros incendies à Rome, puisque beaucoup de maisons sont construites en bois. À cette époque-là, évidemment, il n'y a pas l'électricité, donc on s'éclaire à la bougie ou avec des lampes à huile, et quand on s'endort ou quand on fait tomber la bougie ou quoi que ce soit, on peut mettre le feu à sa maison. Vu que les maisons sont très serrées, le feu se propage très rapidement, encore plus s'il y a du vent. Il y a eu plusieurs fois où des quartiers entiers de Rome ont brûlé. On a aussi une insécurité, c'est-à-dire que la nuit, la ville n'est pas très sûre parce qu'elle n'est pas bien éclairée. Et donc, si vous sortez la nuit de chez vous, vous pouvez vous faire attaquer, vous faire dépouiller, voire vous faire tuer. Donc, c'est une ville qui est quand même relativement dangereuse, notamment la nuit. Voilà pour cette partie sur le centre-ville de Rome. Vous pouvez à nouveau faire une pause. On a déjà vu pas mal de choses, on a corrigé l'intégralité de la fiche. Donc faites une pause, vous revenez demain ou après-demain pour faire le grand 3. Moi je continue, mais je considère que vous avez fait une pause. Grand 3, favoriser l'unité de l'Empire. On va prendre le document 5C, page 115, et les documents, page 112, 113. C'est pas la peine de le faire au brouillon cette fois-ci. Donc, vous écoutez les explications. Je prends la page 115. Et on va prendre ce document-là. Alors, on va regarder donc uniquement la partie C. Alors là, il va falloir faire marcher un petit peu votre mémoire. Vous vous rappelez, quand on avait parlé de la République romaine, on avait dit que les habitants des provinces n'avaient pas le droit de citoyenneté romaine, sauf s'ils faisaient quelque chose de très important, s'ils se battaient pour Rome ou ce genre de choses, d'accord? Sans ça, ils ne pouvaient pas avoir la citoyenneté romaine. Et on avait vu que ça pouvait créer des révoltes parmi donc les habitants de l'Empire, parce qu'ils se considéraient comme pas à égalité avec les Romains. Mais un empereur romain va changer ça en 212, quand il n'y a rien marqué, c'est forcément après Jésus-Christ, hein, c'est l'empereur Caracalla, qui dans un édit, donc une loi, va dire ceci: « Je donne à tous ceux qui, hommes libres, habitent l'Empire, le droit de cité romaine. » C'est-à-dire qu'il donne à tous les habitants de l'Empire, peu importe la province, les droits de citoyens romains. Le droit de cité romaine, c'est les droits de citoyens. Il est conforme à la majesté du peuple romain que d'autres puissent être admis à cette dignité, dont les Romains bénéficient depuis toujours. Donc Caracalla donne
les droits des citoyens à l'ensemble des habitants de Rome pour éviter les révoltes, donc de la même façon que ce qu'on avait vu pour la République romaine, sauf que là, ça va évidemment beaucoup plus loin. Donc, cette citoyenneté romaine, elle va unir les habitants de l'Empire romain, va donc leur faire passer l'envie de se révolter, puisque finalement, à partir de l'édit de Caracalla, ils sont tous à égalité, ils ont les mêmes droits de citoyens. Alors, maintenant qu'on est dans l'Empire, rappelez-vous quand même que les droits des citoyens, c'est pas comme quand on était en République, hein. Les droits du citoyen donnent juste, entre guillemets, le droit d'élire des magistrats qui vont décider de petites choses pas très importantes, mais c'est pas du tout comparable à ce que c'était sous la République. Néanmoins, tous les habitants de l'Empire ont maintenant l'impression, après cet édit, qu'ils sont tous à égalité parce qu'ils ont tous les mêmes droits. Parallèlement à ça, on a quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire la romanisation, qui continue. Donc rappelez-vous, la romanisation, c'est ce processus qui fait que les habitants de l'Empire romain vont voir comment vivent les Romains et petit à petit prendre les mêmes habitudes qu'eux. À force de les voir aller au terme, les habitants des régions conquises vont eux aussi commencer à aller au terme. À force de les voir s'habiller avec des toges, eux aussi vont commencer à s'habiller avec des toges. Ils vont apprendre leur langue, parfois apprendre leur religion, leur façon de manger, etc. Tout ça, c'est la romanisation. Rappelons également que Rome, dans les endroits conquis, va construire donc des bâtiments qui rappellent Rome. Donc tout ça, ça fait que les habitants des régions conquises, donc je vous remontre une carte rapidement, tout autour donc de la Méditerranée, les habitants commencent à se comporter de plus en plus comme des Romains, à adopter leurs habitudes, pardon. Et donc tout ça, ça leur donne l'impression de faire partie d'un empire, et ça vu qu'ils sont tous à égalité et qu'ils finissent par tous se ressembler, parce qu'ils prennent tous les habitudes des Romains, tous les habitants de toutes les régions en orange là, ils se comportent de plus en plus comme des Romains, c'est ce qu'on appelle la romanisation, et donc on a de moins en moins de révoltes, on dit que l'Empire est unifié, les habitants n'ont plus envie de se révolter. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? L'immense empire romain regroupe des populations très différentes, puisqu'on a des habitants donc, de l'Afrique du Nord, on a donc des Gaulois, on a des gens qui habitent en Asie mineure, donc des gens qui sont très très différents à la base, mais qui petit à petit vont adopter le mode de vie des Romains. Donc ils vont commencer à s'habiller comme eux, à parler comme eux, à avoir la même religion. Ça, on l'a déjà vu quand on avait vu la République, c'est ce qu'on appelle la romanisation. D'accord ? Si vous ne vous rappelez plus de la définition, vous l'avez dans votre précédent chapitre sur la République romaine. En 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, donc ça exclut évidemment les esclaves, afin de mieux les intégrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire encore une fois ? Caracalla, pour éviter que certains habitants de l'Empire se révoltent parce qu'ils auraient pu penser que c'était pas juste de ne pas avoir les mêmes droits que les habitants de l'Italie, leur donne les mêmes droits à tous, donne la citoyenneté romaine à tout le monde sauf aux esclaves, d'accord ? Quand je dis tout le monde, c'est évidemment les hommes à cette époque-là, hein. Et donc de cette façon-là, les habitants des différentes provinces se disent qu'ils sont tous à égalité, finalement qu'ils se ressemblent parce qu'ils ont tous pris plus ou moins les habitudes des Romains, et donc on a de moins en moins de révoltes. C'est ce qui est marqué ici, tout ceci favorise l'unité de l'Empire, les différents peuples partagent plus de choses avec les Romains, se sentent à égalité avec eux, donc ils ne cherchent plus à se révolter contre Rome, on a donc favorisé l'unité de l'Empire, on a de moins en moins de révoltes. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome est devenue un empire puissant et prospère. Donc prospère, ça signifie qu'elle fait beaucoup de commerce et qu'elle s'enrichit beaucoup. Dirigé par un empereur puissant, c'est un immense territoire unifié par la romanisation. Ça veut dire que au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a de moins en moins de révoltes, puisque les habitants de tout l'empire se sentent appartenir à l'Empire romain, ils ont pris les habitudes des Romains, et en plus de ça, on leur a donné les mêmes droits partout. Donc ils n'ont plus envie de se révolter. Donc un empire puissant et prospère. Voilà, bien écoutez, j'espère que mes explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, comme la dernière fois, vous pouvez vous repasser donc
le passage en fait de la vidéo où j'explique donc ce qui vous pose problème, parce que je vais assez vite, mais vous pouvez vous le repasser. Si jamais ça ne suffit pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc par le NT, et je répondrai à votre question dès que possible. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.